Merci beaucoup. On s'entend? Oui, Ok, d'accord. Merci beaucoup à Bruno et à l'Académie pour m'inviter. Je suis pas un politologue, donc j'essaierai juste de chercher, de partager avec vous certaines réflexions par rapport à la question mentionnée déjà par Bruno. Et je voudrais commencer par rappeler l'actualité paradoxale peut-être de débat sur la nation et les structures politiques supranationales qui ont eu lieu dans les années 20 du siècle passé en Union soviétique. Ces débats ont notamment réuni les personnages comme Lénine, Staline, Boukharine, Piatakov, et ils portaient sur les problèmes vitaux pour l'URSS, alors en pleine formation. Comme le nouvel État était hérité de l'Empire russe, avait hérité de l'Empire russe son territoire et sa composition nationale, la question se posait de savoir quelle hiérarchie établir entre l'ordre national et l'ordre politique de l'URSS. Et les conceptions radicalement internationalistes, prônant la suppression des nations en tant que telles au profit d'une identité soviétique commune, là, Boukharine et Piatakov seraient les représentants de cet avis, ont finalement cédé le pas à une conception bien moins intuitive peut-être et bien plus complexe. Évoquons deux versions de la description de ces concepts. Bon, je vais très vite, évidemment, mais c'est dû à la limite temporelle, bien sûr. Première, c'est celle de l'empire de l'action positive, construite par Terry Martin, l'auteur du livre intitulé ainsi, Empire de l'action positive. Il s'agissait de diviser l'Union soviétique en entités nationales afin de désamorcer d'emblée les revendications nationales potentielles qui risquaient d'occulter la dimension de la lutte de classe. La conscience nationale était considérée comme une étape indispensable à l'émergence de la conscience de classe et non comme son simple contraire. Une distinction a ainsi été établie entre le nationalisme des oppresseurs et celui des opprimés, ce qui justifiait la tendance politique de libération nationale soutenue par l'Union soviétique. Ces principes en étaient à la base d'une action positive sans précédent visant à renforcer et non à affaiblir l'identité et la représentation politique des nations composant l'Union soviétique. Il s'agissait ainsi de s'opposer au chauvinisme russe hérité de l'âge impérial. Je parle ici, bien sûr, de l'idée initiale plutôt que de l'histoire de son implémentation, qui est bien sûr beaucoup plus troublée. Deuxièmement, la métaphore de l'appartement collectif créé par Yuri Sleskin, dans laquelle chaque nationalité dispose d'une pièce au sein d'un logement commun. L'affirmation de différentes nationalités devait permettre d'éviter que le modèle politique soviétique lui-même ne soit perçu comme quelque chose d'imposé d'en haut ou de l'extérieur. L'idée d'unité dans la diversité, dont Lénine était le plus grand défenseur, a donné naissance au processus de korénisatia, c'est-à-dire d'enracinement. Sleskin montre dans son analyse que l'URSS n'a jamais complètement renoncé à ce concept et que sa mise en œuvre efficace a jeté le base de son effondrement ultérieur. La Fédération de Russie contemporaine est également confrontée à un problème similaire. Elle se compose de plusieurs républiques présentant une grande diversité territoriale, culturelle, religieuse, ethnique. Et dans la politique actuelle, l'autonomie des différentes républiques est subordonnée au rôle prépondérant de la civilisation russe. Le concept même d'État civilisationnel apparaît dans ce contexte comme une tentative de résoudre, d'une part, les problèmes de l'unification de cette diversité, c'est-à-dire de lui donner une vision politique cohérente malgré la diversité mentionnée, et d'autre part, il s'agit d'une formule politique justifiant l'unité face aux tentatives de déstabilisation ou de désintégration de la fédération, qu'elles proviennent de l'intérieur, par le biais des mouvements autonomistes séparatistes, ou de l'extérieur, la fameuse formule très très célèbre en Europe aujourd'hui, décolonisation de la Russie.
Une version plus expansive de cette vision est bien sûr les concepts chroniquement ambigus, comme le mentionne notamment Marlène Larouelle, de monde russe, qui englobe tantôt l'ensemble des Russes ethniques, tantôt les formations culturelles, historiques ou politiques, plus ou moins étroitement liées à la Fédération russe. Ces tentatives témoignent sans aucun doute d'une intense quête d'identité dans le monde de l'après-guerre guerre froide, pardon, et aujourd'hui face à l'effondrement de l'ordre mondial unipolaire. D'où le prévision, voire la revendication d'un renforcement du rôle de république non européenne de la Fédération dans le contexte du pivot de la Russie vers l'Asie, imposé bien sûr par le conflit ukrainien. Il est intéressant de noter que dans le discours politique actuel au sein de l'Union européenne, le problème auquel est confrontée la Fédération de Russie sont de plus en plus souvent présentés dans un langage très critique, pour ne pas dire délégitimant. Le simple fait de la fédération devient une preuve de l'impérialisme russe, de son héritage colonial et de ses aspirations expansionnistes contemporaines. La moindre identité nationale, voire ethnique, est alors qualifiée de communauté à laquelle il convient d'accorder le droit à l'autodétermination et de garantir une souveraineté distincte. Ce type d'attitude n'a rien de nouveau dans les pays occidentaux et renvoie à ce que Nelbonia a récemment qualifié de, je cite, grande stratégie de fragmentation, c'est-à-dire une politique de déstabilisation et de désintégration de toutes les grandes entités politiques susceptibles, en raison de leurs ressources ou de la solidité de leurs institutions étatiques, de constituer une menace pour l'hégémonie des États-Unis et de l'Europe. Une logique similaire, très sélective et incohérente, a été à l'origine de l'effondrement brutal de la Yougoslavie. Les Croates, les Slovènes et les Bosniaques ont eu le droit de faire sécession d'un État fédéral, mais les Serbes de Bosnie ne disposent pas du même droit au sein du nouvel État bosniaque. Peu de temps après, cependant, les Albanais de Kosovo se voient à nouveau accorder le droit à l'autodétermination pour que, 15 ans plus tard, ces droits cessent à nouveau d'être ne serait-ce qu'envisagés dans le cas de Crimée ou de Donbass. Bien sûr, le problème ne résulte pas seulement de l'hypocrisie des responsables politiques occidentaux, mais soulève une véritable question quant aux limites d'une revendication légitime d'autonomie. Deux principes fondamentaux, la souveraineté de frontières nationales et le droit à l'autodétermination, s'opposent dans de tels cas et aucune solution efficace et transparente n'a encore été trouvée pour résoudre ce dilemme. Il ne reste que des solutions provisoires, le plus souvent fondées sur la force, ou en tout cas de nature à exacerber les tensions au lieu de les apaiser. L'Union européenne elle-même n'est-elle pas confrontée aujourd'hui à un problème similaire? Il ne s'agit même pas de sa politique à l'égard des mouvements séparatistes ou autonomistes qui persistent à l'intérieur de ses frontières, par exemple en Catalogne, mais de la structure même et de l'avenir de l'Union. Doit-elle rester une union libre des États-nations ou se transformer en une sorte de nouvelle fédération? Et si elle devient une fédération, comment résoudra-t-elle la tension inévitable, visible à l'œil nu dans le débat européen actuel, entre l'unité du projet politique, la définition de ces projets reste à délimiter, et la diversité des entités qui les composent? Pour l'instant, les deux camps de cette nouvelle guerre froide refusent de reconnaître qu'ils sont confrontés à un problème similaire. Du côté européen, la Fédération de Russie est simplement perçue comme une version plus oppressive de l'État-nation, alors même que l'Union européenne s'oriente elle-même de plus en plus clairement vers la fédération de ses États membres. Du côté russe, l'Union européenne constitue un repère négatif aussi, où les identités et les traditions ont été remplacées par la dégénérescence culturelle et la corruption politique, bien qu'elle-même puise abondamment dans le répertoire postmoderniste des gestes politiques et soit elle-même confrontée à un problème de corruption non négligeable. Dans les deux cas, au lieu d'une solution politique claire, on assiste à une sorte d'esquive
qui prend la forme d'une mise en avant de l'unité sur le plan culturel, civilisationnel, voire moral. Le monde russe ou l'État civilisationnel consiste en quelque sorte à mettre entre parenthèses la question de savoir quelle forme doit réellement prendre la communauté politique dans un monde en mutation rapide. Il s'agit de protéger la civilisation sans entrer dans les détails concernant son contenu politique concret. Pour la Russie, cela revêt une importance particulière lorsqu'elle fait référence à l'ordre de Westphalie et met en avant la souveraineté des États dans un monde multipolaire en pleine émergence. Ce qui est ainsi passé sous silence, c'est la question de savoir quelle forme cet État doit prendre et en quoi il doit se distinguer de la version de plus en plus radicale du capitalisme proposée par l'hégémon américain. La position russe est ici une attitude d'attente caractéristique d'un pays semi-périphérique dans un monde où la domination de l'empire actuel vacille. L'Europe agit de la même manière, unie principalement par son aversion pour la Russie. Pour marquer sa spécificité sur la scène internationale, tout en faisant appel à l'unité qui lie ses États membres en un seul organisme, l'Union européenne invoque les valeurs européennes, non moins flues et ambiguës que les récits élaborés par la Russie sur le monde russe ou l'État civilisationnel. Il en va de même pour d'autres initiatives supranationales qui tentent d'une manière ou d'une autre d'échapper au piège tendu entre les grandes puissances mondiales et les États-nations. L'une de ces initiatives, ou plutôt l'une de ces visions, car il est difficile de parler ici de succès concret, était liée à l'idée de Intermarium między morze, qui était assez populaire dans certains milieux en Pologne aussi. Elle visait à garantir aux pays d'Europe centrale, du Sud et du Nord la possibilité de contrebalancer la puissance de l'Allemagne ou de la Russie, voire dans la version contemporaine, celle de l'Union européenne et de la Fédération de Russie. Il est intéressant de noter que dans les deux cas, celui de l'Union européenne et celui de la Fédération de Russie, les effets sur le système politique sont similaires. Et bien que les deux parties seraient sans doute très mécontentes d'une telle comparaison, la meilleure façon de le décrire est celle d'un bonapartisme supranational croissant. En ce qui concerne la politique de Poutine, ce terme n'est pas nouveau, car on connaît bien sa manière de gérer personnellement les différentes factions présentes au sein de la société russe, des élites russes, la centralisation de la politique, la subordination des décisions à la bureaucratie et la dépolitisation de la vie quotidienne. On observe toutefois de phénomènes similaires au sein de l'Union européenne elle-même. En effet, ici aussi, la décision relève de plus en plus de la compétence de la Commission européenne, tandis que leur lien avec le processus politique des États membres s'éloigne de plus en plus. Cela confère un pouvoir toujours plus grand à la bureaucratie bruxelloise, dont les principaux interlocuteurs ne sont pas les groupes sociaux de différentes démocraties membres, mais plutôt des groupes d'intérêt qui dépensent des sommes considérables pour faire pression au Parlement européen. À cela s'ajoute la puissance écrasante de l'OTAN, dont les effets politiques sont encore plus destructeurs et neutralisants. Ce bonapartisme supranational responsable de l'affaiblissement progressif des mouvements sociaux, de la dépolitisation des décisions politiques, et d'un contrôle moindre sur le système de pouvoir. Je considère que ce bonapartisme résulte précisément du refus d'affronter les problèmes fondamentaux qui sous-tendent les discussions et les dilemmes évoqués ici, à savoir la question de l'état du capitalisme contemporain. Sans aborder cette question, et donc sans revenir au langage de classe en politique internationale, la dérive vers une autonomisation de plus en plus profonde des processus politiques par rapport aux sociétés européennes ne fera que s'accentuer. Et par conséquent, le multipolarisme ne constituera pas une correction, mais une radicalisation des effets les plus inquiétants d'un monde unipolaire, quelle que soit l'énergie que les puissances émergentes parviendront à consacrer au discours civilisationnel, culturel ou historique. Nous en restons donc à la question qui animait les instances du pouvoir bolchevique,
À quel niveau la question de la lutte des classes s'exprime-t-elle le mieux? Faut-il d'emblée envisager au niveau mondial ou bien rétablir le plan national comme champ fondamental de son articulation? Ou bien existe-t-il une forme intermédiaire qui permettrait de mieux aborder ce problème? Merci beaucoup.